Conseiller communal à Saint-Josse, Ahmed Mouhsin, marhaban bik. Salam alaikum. Comment vous allez? Très très bien. Alors je vais vous demander de ne pas appeler au téléphone tout de suite. On va d'abord essayer de discuter avec notre ami Ahmed Mouhsin à propos de sujets qui concernent la région de Bruxelles-Capitale et le vivre ensemble dans notre pays. Ahmed Mouhsin, alors vous êtes un ex-député bruxellois, vous êtes sensible vous êtes écolo, donc vous êtes sensible à certains sujets qui sont chers à votre parti, comme la mobilité, un sujet très passionnant. Et malheureusement, à Bruxelles, avec ces tracas qu'on vit tous les jours, au quotidien, avec la fermeture de certains tunnels, on n'arrive plus à circuler à Bruxelles comme avant. Déjà comme avant, c'était limite, mais maintenant, à certains axes de la capitale, c'est franchement très, très problématique. Alors, Ahmed Mouhsin, quel est votre regard par rapport à la problématique des tunnels? La question des tunnels. Écoutez, d'abord, je salue tous les automobilistes bloqués dans les tunnels. Et vraiment, je trouve une vraie catastrophe d'absence de gestion, d'abord, puisque on découvre aujourd'hui, suite à une commission d'enquête, que les travaux nécessaires pour les entretenir n'ont pas été faits, qu'il y a eu un manque de sérieux, véritablement un manque de sérieux. Et donc voilà, ça c'est le passé. Mais là maintenant, il faut s'inscrire dans le futur et imaginer la mobilité de demain. Est-ce que les tunnels tels qu'ils existent aujourd'hui ne sont pas des vestiges du passé? Et donc voilà, certains voudraient tous les rénover. On parlait à une époque de faire de nouveaux tunnels du côté de Mézères, mais à un moment il faut parler aussi argent. Et donc nous, en tant qu'écologistes, on dit voilà, il y a 1 milliard, c'est 1 milliard qui seront nécessaires pour rénover les tunnels, pas en construire des nouveaux, 1 milliard. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce milliard? Et nous... Est-ce qu'on a déjà ce milliard? Est-ce que la région a ce milliard ou pas? Mais ils le trouveront certainement, ils le débloqueront, le fédéral débloquera de l'argent, mais tout cet argent, vous ne l'utiliserez pas pour les autres manières de se déplacer. Et nous, on a toujours mis sur la table le fait que ces tunnels servent en priorité à permettre à des nafteurs, c'est-à-dire des gens qui viennent de Flandre ou de Wallonie, de rentrer à l'intérieur de Bruxelles. C'est ce qui engorge, c'est ce qui crée des embouteillages. Et nous, on a toujours dit, ça ne sert à rien, ce n'est pas le bon modèle. Ce qu'il faudrait faire, c'est la première chose, développer le RER. Donc ça, c'est extrêmement important. Le RER, c'est-à-dire... Donc c'est un réseau de trains dans la grande banlieue de Bruxelles, on va dire ça, qui permettra à tous les gens qui viennent de Flandre et de Wallonie d'arriver à Bruxelles. Donc voilà, ça c'est la condition optimale, on va dire. Optimale. Or, une... excusez-moi, juste un élément. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement fédéral annonce qu'il va faire des économies sur le train de 2 milliards, alors que le gouvernement précédent, de Di Rupo, avait déjà fait une économie d'1 milliard. Ça veut dire qu'on fait des économies de 3 milliards sur le train. Deuxième élément, une proposition qu'on fait depuis longtemps, Bruxelles, il y a des tas de gares. À Saint-Josse, ma commune, il y a une gare. À Uccle, il y a une gare. Et donc nous, on a appelé ça le réseau express bruxellois. C'est à peu près une 50aine de gares qui sont reliées et on ne les utilise pas. Et donc nous, ce qu'on dit, on a des trains aujourd'hui qui ne sont pas utilisés, mettons-le sur ce réseau de gares et ça permettra par exemple à un Scarbécois d'arriver en un quart d'heure à Uccle. Donc voilà ce qu'il ne fera jamais en voiture. On a vraiment de bonnes propositions, mais pour une mobilité alternative. Pour l'instant, c'est la priorité à la voiture. Mais oui, mais le problème, c'est pour engorger. Vous savez, la vraie question, est-ce que lorsque les tunnels ne s'étaient pas effondrés, est-ce qu'on circulait si bien à Bruxelles? Non. Non. Moi, donc je voilà. vous le confirme. Donc mais voilà. Bon, on a constaté qu'il y a une commission parlementaire au Parlement de Bruxelles-Capitale pour parler de cette problématique des tunnels. Écolo était aussi à la gestion de la région. Est-ce qu'il n'est pas aussi responsable de cette situation? Pourquoi on n'a pas rénové à temps? D'abord, on n'a jamais eu la compétence des travaux publics. Donc on ne l'a jamais eu, les autres partis l'ont eu, on ne l'a jamais eu. Donc ce n'était pas de notre compétence. Et nous, très clairement, la priorité, c'est surtout le réseau public. Ça, c'est notre première priorité. Alors, deuxième question, j'entends votre priorité. Je parlais de cette commission
parlementaire pour essayer d'identifier un peu les responsabilités et les causes pour essayer peut-être de partir sur de bonnes bases. Critique par rapport à la constitution, la composition de cette commission, elle est présidée par Charles Piquet, qui est l'ancien président de la région de Bruxelles-Capitale sur plus ou moins 20 ans. Donc c'est Charles Piquet jugé parti. Oui, tout à fait, mais ça c'est évident. Je pense que ce n'était pas un bon choix. Je pense qu'il aurait dû se désister. D'ailleurs, il va fort probablement être auditionné bientôt devant la commission qu'il préside. Ça ne fait pas sérieux et je pense qu'effectivement, il aurait dû avoir l'intelligence ou au moins l'élégance de refuser de présider cette commission. Alors et la proposer à quelqu'un de vraiment neutre. Je rappelle, Ahmed Mouhassin, vous êtes un ancien député bruxellois écolo. Vous êtes toujours conseiller communal de la commune de Saint-Josse. Depuis combien d'années déjà maintenant, Ahmed? Ah, mais écoutez, j'ai été élu conseiller communal en 2000, la première fois. J'ai fait une petite pause de 3 ans quand j'étais député pour me consacrer entièrement à mon travail de député. Et bien, je suis parti jusqu'en 2018. Alors, la commune de Saint-Josse, c'est la plus petite commune c'est la plus petite commune de Bruxelles. Mais est-ce que c'est vrai qu'elle est la plus pauvre de Belgique? Non, non, elle n'est pas la plus pauvre. C'est une commune en fait très riche, contrairement à ce qu'on pense. Par contre, sa population est la population la plus pauvre. Ça, c'est vrai. Et donc, c'est la population qui est pauvre. Mais la commune, par exemple, a un budget qui est plus ou moins en équilibre, contrairement à des communes voisines comme Watermael-Boisfort, Schaerbeek, Evere, qui sont sous tutelle régionale au point de vue financier, c'est-à-dire que quand ils veulent faire des dépenses, ils doivent demander l'autorisation à la région. Eh bien, Saint-Josse, non. Elle est capable de gérer son argent. Elle le gère mal. C'était ma question, est-ce qu'elle est bien gérée? Non. Puisqu'elle a toujours un budget en équilibre. Non. Il y a la raison pour laquelle la commune de Saint-Josse a un budget en équilibre, c'est qu'on a pas mal de tours, de bureaux, et chaque tour de bureau rapporte à peu près en taxes 1 million, 1,5 million. Donc ça fait déjà des sommes importantes. On a également, on est le 2e pôle hôtelier de la région. Donc je crois que c'est 14% des hôtels de tout Bruxelles se trouvent à Saint-Josse. Incroyable. Oui, mais vous avez la place Rogier, qui est une place que beaucoup de gens connaissent et qui est en rénovation. Et vous avez toute une série de grands hôtels qui s'y trouvent. Et donc tout ça ramène pas mal d'argent à la commune de Saint-Josse. Maintenant, est-ce qu'elle est bien gérée? Je vous dirais simplement que quand le bourgmestre Emir Kir est arrivé en 2012, on avait un boni. Un boni, c'est-à-dire de l'argent en plus. En plus, exactement, on va dire sur le compte d'épargne. Voilà, si c'était une famille, on va dire c'est ça. On avait à peu près 12 millions sur notre compte d'épargne. Que M. Domanet ou bien... C'était l'argent qui s'était accumulé, voilà. Et aujourd'hui, il ne reste plus que 200 000 euros. Donc on passe de 12 millions à 200 000 euros. Voilà, à peu près. J'imagine qu'ils ont été investis ou non, parce que non, c'est pas. Région. Donc, soyons clairs, hein, il s'agit d'argent qui est utilisé pour les frais quotidiens, j'ai envie de dire. Dans un budget, vous avez le budget ordinaire, ce dont je parle, et puis l'extraordinaire. Ça, c'est quand vous investissez pour construire une école, quand vous voulez construire une salle de gymnastique. Mais ça, c'est le budget qu'on utilise pour tous les jours, pour payer les enseignants, pour payer. Donc, vous voulez dire que Emir Kir utilise l'argent de l'épargne, voilà. On parle d'un budget familial, l'argent de l'épargne pour des besoins quotidiens. Oui, pour la gestion parce qu'il a des quotidienne. projets comme ça. Il a des projets. Il était allé en voyage à Eskişehir, qui est une ville extraordinaire en Turquie, qui est à la pointe en point de vue développement durable. Et il y a eu un jumelage et il est revenu de là-bas. Il a dit, écoutez, j'ai vu un très chouette projet. Là-bas, ils font eux-mêmes tout leur mobilier urbain. On devrait faire comme eux. Alors, juste une précision, Eskişehir, c'est 600 000 habitants, Saint-Josse, c'est 25 000. Et donc, il décide ça, il nous l'annonce, et puis, tout d'un coup, on voit dans le budget qu'il va acheter un immeuble à 1 million d'euros. Frais de fonctionnement, on ne sait pas. Quel type de mobilier, on ne sait pas. Et donc, voilà, c'est une gestion à la petite semaine, sans une vision claire. Alors, Ahmed Mouhassin, quel regard portez-vous sur le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale dirigé par Rudy Vervoet. De manière générale, avant d'aborder peut-être une question qui concerne la communauté arabo-musulmane. De manière générale, moi je dirais, vous savez,
je trouve qu'il y a un manque de souffle. Franchement, c'est ce que je dirais. Je ne vois pas vraiment la direction dans laquelle ils veulent aller. Lors du gouvernement précédent, on sentait vraiment une volonté, des projets à atteindre. Et là, c'est un gouvernement qui manque de souffle. On a eu des moyens supplémentaires grâce à ce qu'on appelle la 6e réforme de l'État, donc qui donne plus d'argent à la région bruxelloise. Est-ce qu'on le ressent vraiment? Non. Il y a peut-être le point positif, et je le trouve très important. Je vois une diminution du chômage. Et je pense que les deux principaux problèmes des Bruxellois, c'est le logement et l'emploi. Donc là-dessus, et encore, il faudrait analyser parce qu'on voit une diminution des chômages, par exemple des jeunes. Voilà, les indicateurs sont plutôt positifs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une loi qui avait été votée lors du gouvernement Di Rupo, qui est rentrée en application en 2015, et qui exclut toute une série de personnes qui, dans le passé, avaient droit au chômage et qui maintenant n'ont plus droit au chômage. Et donc, ils sont exclus. Certains se retrouvent au CPAS, certains retournent dans leur famille. C'est à peu près un tiers. Donc des chômeurs qui ne se trouvent, ou bien des ex-chômeurs, ou bien des chômeurs exclus. Exactement. C'est-à-dire que pour moi, le chiffre du chômage, il est intéressant. Mais il faut savoir, alors, que sont devenus ces chômeurs? Alors, s'il y a moins de chômeurs sur les listes ou en matière statistique, ce n'est pas nécessairement qu'ils ont trouvé un travail. Exactement. Il y a beaucoup qui ont été exclus du droit au chômage. Exactement. On a fait des conditions beaucoup plus dures. Ils se retournent vers le CPAS ou vers rien du tout. Vous savez, dans la politique en question, on force même les personnes aveugles à trouver un emploi. On leur dit, vous devez absolument, vous êtes aveugle, c'est pas grave, vous devez chercher. Alors que des gens... Alors qu'ils cherchaient, parfois ils trouvaient, mais là ils sont forcés, contrôlés. C'est devenu un État très dur avec le citoyen. Ahmed Mohsin, le débat à la mode ces derniers temps, c'est tout ce qui concerne la déradicalisation des jeunes, surtout musulmans ici à Bruxelles, suite à des événements malheureux qu'a connu Paris, qu'a connu notre pays. L'approche du gouvernement, on va rester à Bruxelles, du gouvernement bruxellois pour lutter contre le radicalisme. On a vu que Verwoerd voulait soutenir le projet Smaïs Saïdi pour créer des capsules vidéo pour sensibiliser sur cette question du djihad et du terrorisme. L'approche de manière générale de ce gouvernement, comment la trouvez-vous? Mais d'abord, c'est un vrai problème. Donc il ne faut pas minimiser. Il y a des tas de jeunes qui aujourd'hui sont sensibles à un discours radical. Il y a des tas de jeunes qui sont partis en Syrie. Et je pense que ce qu'il faut creuser, c'est le pourquoi. Et moi, à mon avis, c'est tous des jeunes qui cherchent du sens, qui cherchent un sens à leur vie, qui cherchent un sens à leur futur. Donc on doit y être attentif. Et alors la proposition, ou les propositions de M. Verwoerd, et ce que j'ai entendu m'a fort déçu de sa part. Parce que je dois vous avouer que je l'ai connu comme ministre-président avec un discours équilibré, intelligent, qui essayait vraiment d'être attentif. Et là, tout d'un coup, il tient un discours qui ne lui ressemble pas. Vraiment qui ne lui ressemble pas. Discours? Bien écoutez, à un moment, moi je l'ai entendu dire sur la grande mosquée, c'est pas Molenbeek qui reprenait les propos de M. Jambon qui parlait de nettoyer Molenbeek, qui dit c'est pas Molenbeek qu'il faut nettoyer, c'est la grande mosquée. On parle de la grande mosquée du 59. Exactement. Moi je pense qu'il y a des gens qui vont prier dans ces mosquées. Et lorsqu'on tient des propos comme ça, on les blesse. Lorsqu'on est ministre-président, on est ministre-président de tous les Bruxellois. Il faut être attentif à la sensibilité de ces personnes. Je l'ai également à un moment entendu dire qu'il y avait des problèmes à la chaussée d'Acht du côté de Schaerbeek parce que les commerçants ne vendaient pas d'alcool. C'est un indicateur de radicalisation. Excusez-moi, si les gens n'ont pas envie de vendre de l'alcool parce que soit leur clientèle ne le demande pas, soit parce qu'ils estiment que ce produit est nocif pour celui qui le consomme, en quoi le ministre-président doit intervenir là-dedans? Et puis le summum, de mon point de vue, c'est cette histoire de capsule. Alors c'est vrai qu'il y a deux versions. Il y a la version Verwoerd dans la presse, et puis il y a la version des porteurs de projets qui se sont par la suite expliqués. Mais en tout cas, ce que j'ai lu dans la presse quand M. Verwoerd expliquait ce projet, c'était quasiment expliquer aux musulmans comment on était un bon musulman, qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais est-ce le rôle d'un ministre-président, avec de l'argent de la région, de commencer à expliquer aux musulmans comment ils doivent pratiquer leur religion? Et donc tout ça, je trouve, au contraire, renforce les tensions. Et je pense qu'il a atteint l'inverse du projet qu'il voulait porter.
c'est-à-dire créer une ambiance, un climat plus serein entre l'ensemble des citoyens. Hamid Mouhsine, donc, je vais vous parler aussi d'un sujet que vous connaissez très bien, qui revient chaque année et qui a une relation aussi avec la région de Bruxelles-Capitale et le gouvernement qu'on évoquait à l'instant. La problématique, c'est devenu une problématique malheureusement, de la fête du sacrifice, de l'Eid el-Kibir. Donc chaque année, l'année passée, si je me rappelle bien, beaucoup de gens boycottaient cette fête du sacrifice parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas les conditions optimales pour fêter, pour réaliser ce rite conforme à leur religion, qui est reconnue officiellement par l'État belge. Donc, la problématique de la fête du sacrifice qui revient chaque année, c'est qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Je sais, hein, on est encore loin par rapport à cette fête, il reste encore quelques mois. Non, mais on n'est pas loin. Non, mais ça, on n'est pas loin du tout. D'abord, c'est pas une problématique. Ce qui est problématique, c'est la manière dont c'est géré. L'Eid el-Kibir n'est en rien une problématique. C'est sa gestion qui est véritablement problématique. Moi, je pense qu'il y a des solutions. Elles existent. À Genk, par exemple, il y a un exemple. Excusez-moi. Ah, vous avez oublié d'éteindre J'ai oublié d'éteindre mon GSM. Je suis vraiment désolé. Je pensais l'avoir fait. Honte à moi. Excusez-moi, vraiment. Je disais donc, à Genk, ils ont un exemple d'abattoir qu'ils ont mis en place, qui est un abattoir provisoire et qui fonctionne 3 jours par an. Le reste du temps, le local est utilisé à d'autres fins, des fins de stockage, des fins, ça peut être un garage, ça peut être des tas de choses. Mais durant ces 3 jours, ça fonctionne comme abattoir. Mais alors pour la communauté Bruxelles, on n'arrive pas à s'organiser comme à Eh Genk, bien, parce qu'il faudrait qu'au niveau de la région bruxelloise, que le ministre-président, qui est ministre des cultes, à un moment donné, prenne les choses en main. Depuis toujours, on a dit, c'est pas le ministre de la propreté publique qui doit s'occuper du dossier, c'est pas le ministre du bien-être animal, c'est le ministre-président parce qu'il s'agit d'une compétence qui est transversale. Et comme il est ministre du culte, c'est lui qui devrait le prendre en main. Mais pourquoi il ne le fait pas, à votre avis? Ah ben, vous parliez de problématique, c'est ça la vraie problématique. Il aurait dû prendre cette question-là à bras-le-corps. La députée Zoé Genot a déposé plusieurs interpellations. Zoé Genot, que je rappelle, est une députée fédérale. Non, elle est députée régionale. bruxelloise. Oui, elle a été députée fédérale, comme vous le venez de le dire, et depuis les dernières élections, elle est députée régionale. Elle est également saint-onaudoise. Et elle est également conseillère communale à Saint-Josse. Et donc, à plusieurs reprises, elle a envoyé des questions au ministre-président. Et à chaque fois, le ministre-président les renvoie vers le ministre du bien-être animal. Et Zoé Genot a dit, c'est à vous que je m'adresse parce que j'estime que c'est vous qui devez prendre ça en main. Il suffirait, et je le dis très clairement, d'investir 50 000 € pour qu'un lieu, qui aujourd'hui n'est pas un abattoir, le devienne de manière provisoire. C'est le montant. Ce n'est pas des sommes énormes. C'est pas des sommes énormes. Alors, Et je terminerai juste par un dernier élément. L'Europe impose des formations pour que les sacrificateurs puissent sacrifier dans les abattoirs rituels lors de l'Aïd. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut improviser la veille de la fête du sacrifice. C'est maintenant qu'on doit fixer les règles. Ce n'est pas aussi à cause peut-être de la faiblesse et de la désorganisation des représentants de la communauté musulmane? Parce qu'ils n'arrivent pas à faire entendre leur voix, leurs revendications. Vous sont aussi responsables. Oui, vous avez raison, mais excusez-moi, la faiblesse, elle a été organisée. Il y a quelques années, on avait des exécutifs avec des personnes comme Mohamed Boulif, qui était vraiment ferme dans ses convictions. On avait eu Nordine Melouj-Ahmoun, qui avait une bonne expérience dans les finances. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a exécuté cet exécutif pour mettre des gens qui, aujourd'hui, je le dis très clairement, ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est le politique qui, à un moment, crée les conditions pour avoir un exécutif qui, effectivement, est plutôt faible. Alors, vous avez parlé de Zoé Genot, ex-députée fédérale, actuelle députée bruxelloise. Je rappelle que Écolo n'est présent dans aucun gouvernement belge. Tout à fait. Ou fédéral, ou régional, ou communautaire. Marc Nollet, ancien ministre écolo wallon, qui est actuellement député fédéral, était en visite en Palestine, dans le cadre d'une délégation,
accompagné de d'autres députés fédéraux. Oui, effectivement. C'était une délégation qui s'est rendue là-bas pour voir un peu la situation en Palestine, Cisjordanie et Gaza. Cisjordanie et Gaza. J'ai entendu qu'ils n'ont pas réussi à entrer à Gaza. Ouais. C'est vrai? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme d'habitude, les autorités israéliennes ont refusé que ces témoins puissent rentrer à l'intérieur. Parce qu'effectivement, ce dont a peur l'État d'Israël, c'est que des gens indépendants puissent aller voir la situation d'années de blocus. Et c'est une grande misère qui frappe aujourd'hui Gaza. C'est une grande... l'ensemble de la Palestine, mais Gaza plus particulièrement. Alors, on va parler peut-être de ça, parce qu'à certains moments, il y avait des initiatives pour boycotter certains produits en provenance des territoires occupés. Vous étiez actif dans l'une ou l'autre initiative? Toujours aussi actif au sein de l'association belgo-palestinienne. Nous étions à la foire du livre pour demander le boycott du stand israélien parce qu'il y en avait un. Nous étions à la foire des vacances parce qu'il y avait un stand israélien qui proposait des voyages en Cisjordanie, mais il n'indiquait pas que c'était la Palestine, donc ils avaient gommé le nom Palestine. Et donc on est chaque fois sur le terrain avec l'association. Même s'il y a un débat de société, mais aussi dans des institutions politiques, contre cette initiative de boycott, parce que finalement... Mais je pense que... Certains pensent que, franchement, ce n'est pas un bon combat de boycotter tout un pays, toute une société, toute une population. Alors, soyons clairs. Votre cause qui est juste. D'abord, deux choses. D'abord, est-ce qu'un boycott peut porter ses fruits? L'expérience de l'apartheid a démontré qu'un boycott pouvait forcer un État à se mettre à négocier. Le but du boycott, c'est forcer les Israéliens à négocier, parce qu'ils ne le font pas aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que dans le cadre du boycott, c'est BDS, donc boycott, désinvestissement, sanctions. Donc c'est trois choses qu'on demande de faire. Le boycott, ce sont les citoyens qui doivent refuser des produits, mais alors c'est peut-être pas tous les produits israéliens. Vous savez, il y a un curseur. Et donc, par exemple, pour les écologistes, nous, ce qu'on a fixé comme règle, c'est le boycott culturel, sportif et économique de toutes les entreprises ou associations impliquées directement ou indirectement dans la colonisation. Donc, si vous avez une entreprise qui se trouve en Israël et qui verse ses eaux d'égout en Cisjordanie, parce que c'est ce qu'ils font, hein. Ils polluent la Cisjordanie avec leur eau sale, hein. Pas besoin d'épurer, hop. Eh bien, cette entreprise, elle se trouve en Israël, elle n'est pas dans les colonies, mais elle est impliquée dans la colonisation parce qu'elle pollue les Palestiniens. Eh bien, on la boycotte. Et je pourrais vous donner plein d'exemples. Airbnb, nous appelons le boycott d'Airbnb. Pourquoi? Eh bien, parce que si vous allez sur le site d'Airbnb, ils proposent des appartements qui se trouvent dans des colonies. Et ça, on le refuse parce qu'au travers de cet outil, donc c'est un boycott ciblé. Et donc, je pense que c'est le meilleur outil et j'en veux pour preuve. Aujourd'hui en France, pays des droits de l'homme, pays de la liberté d'expression, si vous dites « j'appelle au boycott des produits israéliens », vous êtes condamné. Vous êtes condamné. Et donc, les Valls, Hollande et autres ont mis en place un système qui sanctionne simplement l'appel au boycott. C'est dire qu'ils ont peur du boycott et c'est dire qu'il faut que chaque citoyen responsable soit un acteur dans sa consommation.